Gracchus raconte, présente, Albert Simonin, Grisby hors not Grisby. Toi qui passes prendre ta ration hebdomadaire de reliques savoureuses, crânement déclamée par ma clap éclatée, abonne-toi, pose un pouce, partage ou laisse un commentaire, et le prochain coup que je trinque, ça sera à ta santé. Mes potes en témoignant. L'impression d'avoir 100 kilos à coltiner et de manquer de force pour les décoller de terre, la certitude d'être victime d'une effroyable injustice, le sentiment de ne plus jamais avoir la chance de connaître de tels délices. Tout ça mêlé, enchevêtré, passant de mon cigare aux fibres de mon corps, voilà l'effet que me produisait ce que je comprenais maintenant être les coups frappés à ma porte. La porte d'où? Je m'en foutais en vérité. Dormir. Je voulais uniquement dormir, sombrer à nouveau dans l'anéantissement délicieux. Max, Pierrot te demande au fil. Max, Pierrot te demande au fil. La voix de Tomate, ravageant tout, m'a replacé dans le décor. Ce plafond bas de planches vernies, c'était celui de la cabine que Tomate, la veille, avait mise à ma disposition. J'arrive, j'ai crié. Fais attendre le gros, je suis à poil. En hâte, j'ai passé ma limace, mon bénard, enfilé mes pompes sans chaussettes. Avant de sortir, la curiosité m'a pris de jeter un regard à ma toquante que je voyais sur la tablette. Elle marquait 8 heures. Quelques secondes plus tôt, je venais de penser la veille, innocemment. En réalité, il n'y avait pas 2 heures que je m'y étais pagé dans cette cabine, voulant pas, avec toutes les manigances en cours, paloquer chez moi. Machinalement, j'ai été au hublot dont la clarté me semblait faible. Sur le fleuve aux eaux grises, la lance tombant serrée m'a donné une petite contraction au cœur. C'était pas la belle journée qui se préparait. Tomate m'attendait à la porte. Je te demande pas comment t'as dormi, il m'a fait. Si Pierrot n'avait pas tellement insisté, moi je te réveillais seulement pour le casse-graine, vers 1 heure. Lui refilant le train, on allait vers le bureau. Tomate m'en a ouvert la porte, puis discrètement s'est tiré, me laissant seul. Je ne sais pas si le réveil en sursaut y était pour quelque chose, mais j'éprouvais tout à coup une répulsion pour ce combiné d'ébonite, duquel j'allais apprendre quoi, si la môme Florence était des fois revenue. Allô, gros, j'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? On peut plus ronfler. C'est pas le moment, Max. Crois-moi. Faut envoyer Bessif les nourrissons chez leurs parents. Je le faisais répéter, comprenant mal. Après un soupir signifiant que je le décourageais, le gros a assuré sa voix pour dire avec une autorité extraordinairement comique: Je dis, faut renvoyer les 2 nourrissons chez leurs parents. Et fis ça. Cette fois j'y étais. Lancé, le gros m'a encore dit: En venant, offre-toi un journal. C'est toujours plein de bonnes histoires. Encore une fois, il décidait, ses zigues. En venant, il disait, comme si c'était dans la poche que je m'apporte ventre à terre. À quelle heure tu veux me voir? J'ai demandé. Tu me laisses peut-être le temps de passer chez moi changer de fringue? Viens le plus tôt possible. Tu seras de mon avis tout à l'heure. Le combiné, je l'ai laissé tomber d'une bonne hauteur sur la fourche de l'appareil, avec lassitude. Le téléphone que j'avais tant apprécié toute ma vie, j'en prenais un dégoût terrible. Il n'emmenait jamais et rarement que des joies minuscules sur ses lignes. En revanche, les mauvaises nouvelles y couraient en rafale. J'aurais voulu dire à Tomate que je me cassais, et aussi, en le remerciant, lui demander de me réserver la cabine à disposition durant quelques jours. Cela m'a été impossible. Par le hublot du bureau donnant sur la salle, je l'ai aperçu, très occupé, arbitrant à la table de baccarat à un coup glandilleux entre un flambeur et le banquier. Au visage animé des pontes et vu les masses sérieuses de plaques que la plupart d'entre eux semblaient détenir encore, on pouvait prédire la partie lancée pour tourner encore quelques heures. Tomate avait autre chose à faire que des politesses. Je suis reparti vite à la cabine me saper. J'avais l'impression d'avoir quitté cette crèche depuis longtemps. Tout ce que je voyais à la traîne dans la pièce, les verres dans lesquels nous avions bu, Pascal, son cousin et moi, le plateau du café que m'avait amené Florence et le godet de whisky qui portait encore une légère trace de son rouge à lèvres, les robes de chambre, celles que la môme s'était attribuées et la mienne jetée en travers du lit défait, tout cela me semblait avoir participé à des événements très anciens. C'était pas pour laisser ma tête déconner que j'avais interrompu un sommeil aussi voluptueux. Fallait faire les choses, vite et dans l'ordre. J'ai commencé par le plein de la baignoire. Puis, après un petit coup d'écouvillon gras au tube, j'ai regarni le barillet du Magnum. Ensuite, j'ai branché le rasoir électrique et prenant le journal que je venais, sur les instances du gros, d'acheter, l'ai déplié et parcouru à la recherche d'une information intéressante. Suicidé millionnaire. Le canard titrait en fantoche la rentrée en scène des 2 potes de l'empalmeur.
On les avait repêchés la veille au soir dans les filets du barrage de Suresnes, où viennent de préférence s'accrocher les paumés, les malchanceux démunis de la moindre thune, plutôt que des particuliers ayant en fouille une bonne brique en talbin de 10 000, fait assez rare déjà sur la terre ferme pour qu'on le trouve singulier entre deux eaux. Aux premières informations, chose bien faite pour piquer la curiosité d'un peu tout le monde, les identités qu'on avait relevées sur leur faf se trouvaient être intégralement bidons. Pas pour tout le monde, je pensais. Et c'est ce qui avait dû venir à l'esprit de Pierrot. S'il lisait les journaux de bonheur, Raoul ou son frangin devait avoir à cette heure, aussi sec, fait la correction et demandé à comprendre. Florence se trouvait dans leur pogne, fallait pas l'oublier. Elle avait vu Robert, bu et dîner avec lui. Sous le coup d'une correction soignée, elle pouvait facilement s'affaler, et dès lors, deux choses pouvaient se produire. Ou bien on avait chez le gros la visite d'un commando de représailles, ou bien encore, les Volphonies que je croyais capables de tout, nous envoyaient les poulets, histoire de nous coller les deux baigneurs sur les reins, et d'en finir avec nos zigues au moindre frais. Le gros avait raison, les nourrissons devaient riper de sa tôle de toute urgence. À aucun prix les Condés ne devaient les y trouver. Mon bain n'a été qu'une trempette. Comme costard, le premier à portée de main a fait l'affaire, et vu le temps, j'ai substitué un impair au poil de chameau. Ignorant si les perdreaux se trouvaient pas déjà en embuscade aux environs de l'atoll du Gros, le Magnum, je l'ai remis à sa place, dans la commode, sous mes limaces. Chez Pierrot, dont les abords étaient encore calmes, j'ai trouvé Robert au salon, tout fringué. Lui voyant son bracelet montre au poignet, j'ai compris que le Gros lui avait rendu ses accessoires. Tu bois le café avec nous m'a crié Marinette de la cuisine. Vu qu'il embaumait la cabane comme d'habitude et qu'un petit stimulant se trouvait pas malvenu, j'ai dit oui. Le Gros et moi, et à plus forte raison Robert, restions là sans rien dire. Simplement, de temps à autre, Pierrot gaffait sa toquante et reportait son regard vers la fenêtre au travers de laquelle on voyait la pluie tomber de rue. Alors, ça vient Il s'est mis à gueuler tout à coup. Folletan Je vais pas vous servir du jus de chapeau On est resté quelques minutes encore dans ce silence idiot. Puis la Gravos, que j'avais pas encore vue, est entrée, portant sur son plateau 4 bols de kawa fumant. Bonjour Max, elle a fait. Puis tout de suite, elle a tendu son bol à chacun de nous, commençant par Robert, l'invité, en maîtresse de maison qui a été élevée à l'étiquette. Lui, ce sagouin, il avait pas d'usage par contre, pour renauder comme il s'est permis de le faire à la première gorgée. Grimaçant grossièrement et reposant le bol, il a lancé son van. Il est ta mère, votre café. Le Gros, les affronts à sa femme, il tolérait pas. Déjà il se dressait, gaffant l'empalmeur d'un œil franchement hostile. Tu vas pas insinuer des fois qu'on veut t'empoisonner? Il est très bon ce café, hein Max? J'ai dit le grand bien que je pensais de ce kawa, et fort de mon témoignage, le Gros a déclaré sur un ton qui n'appelait pas à la réplique. Ce café, tu vas le boire tout de suite. Ici, on n'aime pas les capricieux. Il a quand même fallu attendre 20 minutes avant que Robert pique du nez et se mette à ronfler d'une façon que d'un certain côté, je ne pouvais m'empêcher de lui envier. D'un certain côté, car en ce qui concernait l'endroit où il allait se réveiller, le Gros m'ayant pas fait part de ses projets, je pouvais encore rien prévoir. Suivi par sa femme, le Gros a quitté la pièce à l'instant où, là de lutter contre la torpeur qu'il gagnait, l'empalmeur venait de quimper. Marinette est revenue, seule. Tu trouves pas que c'est dangereux, ce truc, Max? Si j'avais eu la main lourde? Elle se faisait du mouron, la Gravos, et pas qu'un peu. Qu'est-ce que tu as mis dans son jus? Si Véronal. Ayant de la part de Frangine pressé de fuir mes mauvaises manières, encaissé 3 fois la farce du Véronal, je me trouvais par la force des choses un peu documenté sur la question. J'ai demandé à voir le tube et calculé, d'après ce que m'avaient confié les toubibs en d'autres circonstances. À moins de faiblesses organiques qu'on pouvait pas nous autres prévoir, il partait seulement pour une dizaine d'heures de détente parfaite, le Robert. J'ai rassuré la Gravos. T'es sûr au moins, Max? Elle a répété. T'es sûr? Et l'autre? J'ai demandé, pensant à Samy. C'est par lui qu'on a commencé. Il ronfle comme un sonneur. Le Gros revenait. T'es bien gentil, je lui ai fait. Mais qu'est-ce qu'on va en foutre maintenant de ces pentes? Je sais pas, mais il faut les sortir d'ici. Puisqu'il y tenait si fort, on s'y est mis, et j'ai même pas eu à l'aider tant sa hâte était grande. Comme des paquets de linge sale, il les a balancés l'un après l'autre sur la banquette arrière de sa frégate. Tout de même, avant de les embarquer, j'avais tenu à ce qu'on marque sur un papier le nom et l'adresse de chacun. Malgré la pluie qui brouillait les vitres de la voiture et devait normalement ôter aux flicards des carrefours de leur acuité visuelle, on pouvait se trouver bloqué. Ces dormeurs qu'on ramenait prétendument au logis, fallait quand même qu'on sache, en cas de pétard, où ils crèchaient.
Le transport de ces mecs endormis en plein jour dans une charrette à l'immatriculation franche, c'était à rapporter, question témérité, des exploits des folingues à cagoule pénétrant sur les 11 plombes du mat, la Thompson sous le bras, dans un hall de banque. Si elle se trouvait coté moins cher au catalogue de M. Dallos que le hold-up, la séquestration aggravée de voies de fait était pas pour autant dans les turbins qui payaient Nib. Et on était certain de pas voir aux assises l'affront d'un sapement de gonzesse. Sans en rien dire au gros qui drivait vite et précis, je n'avais, durant tout le voyage, cessé de penser à ce risque. Nous étions rentrés à bon port maintenant, sans le moindre impair, et on l'a raconté à Marinette cette virée insensée. Comme nombre de choses périlleuses, une fois le péril écarté, il ne nous apparaissait plus que sous ses aspects plaisants. La façon dont on s'était paumé dans ce bois de Clamart, le temps qu'il avait fallu y rôder avant de découvrir cette espèce d'appentis sous lequel, les beaux jours venus, son propriétaire devait débiter à la grosse les sodas et les sandwichs. La manière dont on les avait mis bien au sec, à l'abri de l'auvent, ces deux emmerdeurs, et le gentil geste qu'avait eu le gros de faire une marche arrière de 100 mètres, rien que pour me permettre de chausser le nez de Samy des lunettes qu'on avait oubliées. Tout ça semblait extrêmement farce à Marinette, et à nous aussi, qui avions pourtant, on oubliait déjà, quelque peu transpiré. Attendrie peut-être sans le savoir, du fait que ses gonzes avaient ronflé sous son toit, Marinette a eu le mot de la fin. Pourvu qu'il n'attrape pas de mal, elle a fait. Midi, le casse-graine léger improvisé par Marinette, j'y touchais du bout des dents. J'avais davantage besoin de sommeil que de nourriture. Pierrot venait de mettre les diams dans son coffre, à l'abri des cupidités, et on discutait de leur meilleur emploi. Équitablement, ces pierres devaient revenir à Loulou. Elle avait mouillé de 12 briques dans la course, vraisemblablement pour Kutchi, valait mieux l'avouer, étant donné que cette roulette, on pouvait le prévoir facilement, elle pincerait plus jamais une thune à un cave. Nous trouvant avec le gros d'accord sur le principe, on a pris rencard au Campico pour 5 heures. Il amenait les pierres, et du même coup on saluait la dépouille de notre pauvre vieux Fernand. Inquiète de me voir bouder sa fripe, Marinette cessait pas de m'offrir de me repasser les plats, vainement. Moitié peinée, moitié furieuse, elle m'a fait soudain. Toi, Max, ça va pas. Tu te fais du mouron pour Florence. C'était vrai, je l'ai avoué. Te casse pas le baigneur, elle est peut-être rentrée chez elle. Sur n'importe quoi, j'aurais bien admis qu'on débloque, qu'on déraisonne un peu, mais à propos de cette môme, ça me semblait pas supportable. J'ai expliqué, un peu vif. Pourquoi veux-tu qu'il t'ait laissé aller? Ils n'auraient pas pris les risques qu'ils ont pris pour la larguer après quelques heures. Non, j'ai le trac qui lui ait fait du mal. Quel mal? Tu parles d'un mal, tu te fais du cinéma, Max. La Gravos, que j'aimais pourtant bien, je trouvais insupportable ses façons. Écrase Marinette, j'ai fait. Cette môme, je l'ai à la bonne. Et à la façon dont ils t'ont traité, toi, tu permettras que je sois inquiet pour elle. Ils m'ont regardé tous les deux. Pierrot, surpris que je me sois permis de parler aussi sèchement à sa Gravos, me gaffait sans irritation, et plutôt avec l'inquiétude involontaire qu'on manifeste lorsqu'un mec, sans que rien ne l'ait laissé prévoir, se met à siphonner. Chez Marinette, qui était prompte à l'emportement, les yeux luisaient de colère. D'une voix sifflante que je lui avais déjà entendu prendre, mais jamais contre moi, elle m'a attaqué. Non mais Max, faut pas confondre. Que t'es cette môme à la chouette, t'as même pas besoin de l'annoncer. Seulement laisse-moi te dire qu'au cas où elle aurait pris des coups, ce sera sûrement pas des coups de goumi. Et pas non plus sur la tête. Un petit peu plus bas sûrement. J'aurais jamais dû me monter, je le sentais. Marinette, je connaissais sa loyauté, qui avait, comme toutes les qualités, un défaut en contrepartie. Chez elle, le défaut, c'était une franchise brutale, et je comprenais à son assurance qu'elle allait m'apprendre des choses déplaisantes, mais vraies. Le gros a eu beau lui faire signe d'austère, elle était lancée, elle a poursuivi. T'as l'air d'oublier, Max, que ces mecs qu'elle a rabattus à la partie pour toucher un pied sur eux, t'as l'air d'oublier qu'elle les a fait en client, et pas qu'une fois. Alors dis-moi la différence. Client avant, client après, toujours client? Je vois pas pourquoi tu t'en ferais un monde. Qu'est-ce que j'avais cru, pauvre caf que j'étais? Qu'est-ce que je m'étais imaginé au sujet de cette frangine? Ce que Marinette me cassait tout net, j'aurais pu le déduire moi-même à mon âge. Je me trouvais encore devant un mauvais tour de ma tronche qui avait refusé, la pute, de me laisser admettre la réalité. De ma tronche qui m'avait égaré, bercé et endormi, avec toutes sortes d'images qui découlaient du chignon, du vison, de la tenue et du parfum discret de cette môme. Rien que de l'évoquer, j'y repiquais au mirage. Que je m'abandonne seulement un peu, et j'allais la refuser la vérité, pour reprendre ma rêverie si commode et me persuader que la Gravos n'était rien qu'une dégreneuse vulgaire, jalouse de la beauté et de la jeunesse de Florence, et qui cherchait à nuire, à nous séparer.
La voix du gros, je l'ai entendue à peine, qui disait « T'aurais pas dû la franchir ». Et puis très nettement, j'ai écouté avec une sorte d'avidité pour le mal qu'elle allait me faire, la voix de Marinette qui répliquait « Pourquoi je lui dirais pas, puisque la môme me l'a presque demandé ?»« Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Dis-le !» La grosse, dont l'irritation devait tomber devant ma gueule de défaite, hésitait. « Ben, elle trouvait drôle et gênant, cette fille, étant donné sa défense. Que tu te montres si discret. Textuellement, elle m'a dit, tiens, cette nuit, un peu après que Pierrot nous a eu quittés. Je suis embarrassée, madame Marinette. D'un côté, je crains qu'ils confondent et qu'ils me prennent trop au sérieux. D'un autre côté, s'il me pose pas de questions. Je peux pas lui avouer que je me défends sans avoir l'air de lui demander de l'argent. On a ri toutes les deux sur le moment, je peux te le dire, Max, mais j'ai bien compris qu'elle se trouvait réellement mal à l'aise avec toi. Les choses, peut-être prennent-elles une importance plus ou moins grande selon les lieux où on les apprend. Ce que me disait Marinette de Florence et que cette môme avait voulu que je sache, ça aurait été sans doute plus difficile, plus douloureux à encaisser chez moi, ou chez Florence même, surtout dit par sa bouche. Ici, dans une tôle que j'avais toujours connue vouée à l'exploitation du micheton, dans une tôle où des centaines de filles en avaient retourné, la révélation qu'une gonzesse, même si elle était celle dont j'étais ravagé, se défendait et perdait sa violence. Je ne pouvais pas en vouloir à Marinette qui avait, durant plus de 20 piges, régné sur les frissons qui s'échangeaient dans cette cabane, après les avoir, 10 années plus tôt, prodigués elle-même ailleurs. Je pouvais pas lui reprocher à Marinette de pas dramatiser le risque pour une fille de se faire enjamber. Excuse-moi, Marinette, j'ai fait. J'ai agi comme un vrai cave. Croyant comprendre que je m'étais ressaisi, la Gravos, haussant les épaules, m'a tendu la main par-dessus la table. Je l'ai prise et l'ai trouvée, cette main, tiède, affectueuse et rassurante. Tiens, elle a encore fait. Je fais sonner chez elle, des fois qu'elle soit rentrée. Le mieux, c'est que tu t'expliques avec elle. Dans ces trucs-là, rien ne vaut le direct. Le gros, qui devinait mon tourment, disait rien. Pinçant du bout des doigts une carte de visite, Marinette est revenue, expliquant « Elle est sûrement pas rentrée, sans ça son téléphone serait branché sur les abonnés absents. Elle m'a affranchi de sa coupure. Le micheton qui sonne laisse à la téléphoniste un message demandant qu'elle rappelle avec le numéro et l'heure où elle peut le faire. Comme ça, dans le lot des noms que lui communique le service des abonnés absents, elle peut se permettre de sélectionner les plus chouettes et d'ignorer les paumés. C'est pas fou comme truc ?» Puisque Pierrot semblait de son côté trouver ça diablement fortiche, j'ai été moi aussi forcé d'admettre. La Gravos contournait la table pour venir jusqu'à moi. « Tiens, bon cave, je l'ai entendu me dire. T'es bien assez grand pour l'appeler toi-même, ton petit sujet. » Tandis qu'elle me glissait dans la pochette du veston le carton de Florence, que j'avais vraiment, mais alors pas du tout demandé. Mes petites affaires de cœur, le moment de les reléguer à l'arrière-plan était venu. La Gravos, ayant foncé au téléphone qui dringuait, nous faisait signe de nous tenir l'attention en éveil. « Non, mon mari n'est pas là. Qui parle ?» Selon les conventions qu'on avait arrêtées, le gros, pas assez sûr de le feinter habilement, me laissait le soin de converser avec Fred. Ça pouvait donc être ce malfaisant. M'approchant de Marinette, j'ai articulé le nom de Fred à la muette, et la femme du gros m'a d'un clin d'œil signifié que je me gourais pas, puis elle a repris. « Non, il est sorti pour un moment. Vous pouvez sonner dans 1 heure, il sera là. » J'avais agrafé le second écouteur. « C'est très ennuyeux, » disait l'ordure, insistant. « Il faut que je le trouve d'urgence, lui ou Max. » Marinette m'interrogeant du regard. J'ai fait J de la tête. « Mais Max est là, je peux vous l'appeler, » a prévenu la Gravos. « Il est dans la maison, je sais pas où. Attendez. » Marinette a reposé le combiné et s'est tirée vers le milieu de la pièce, puis jusqu'à la porte, criant mon nom. Ce qui m'a permis, n'ayant pas décollé l'écouteur de mon oreille, d'entendre ce con de Fred dire à je ne sais qui « Elle va appeler Max. » J'ai, à mon tour, foncé jusqu'à la porte et me suis ramené, claquant cette porte comme on le fait toujours à la radio dans les drames pour indiquer qu'un nouveau gonze entre dans le bal. Ce qu'il prétendait vouloir, c'était des consignes précises, le Fred. Le matériel se trouvait emballé, il demandait notre accord pour l'évacuer. La nuit lui ayant porté conseil, qu'il disait, le futé. Sa méfiance envers les 2 camés s'accroissait d'heure en heure. Il les croyait maintenant capables de nous manquer de parole et de foncer sans avertissement au poulaga. Peut-être y était-il déjà. Pour organiser la panique, il se montrait un peu du bâtiment, ces zigues. J'ai dit « C'est le mec, tu les connais mieux que personne, et moi, en principe, je suis de ton avis. Faut réduire les risques au minimum. Seulement, je trouverais cave d'un autre côté qu'il se soit dans la journée décidé à accepter notre pognon et qu'en venant ce soir, il se casse le nez sur la porte fermée. Dans ce cas-là, il est garanti le pétard. Qu'est-ce que t'en penses ?»
Le gros, l'écouteur à l'oreille, me regardait jacter, approuvant de la tête, les lèvres pincées sur un petit rire, et je pouvais imaginer que près de Fred, dans la même attitude, se tenait aussi un type esgourdant qu'il devait consulter sur la réponse à faire. Bien sûr, bien sûr. Il cherchait maintenant à gagner le temps nécessaire pour imaginer une nouvelle entourloupette. Bien sûr, il a repris. Ce serait stupide de fermer si ces tordus se ravisent. Je crois que le mieux, tiens, le mieux, je crois, serait de tout déménager, et puis qu'un mec que ces gens ne connaissent pas, et qui aurait sûrement, à cause de ça, plus d'autorité sur eux que moi, les attende ce soir pour régler le coup. De cette façon, on serait parés de tous les côtés. Et s'ils acceptent? Rien ne le démontait, il a enchaîné. S'ils acceptent, on ramène le matériel le lendemain, et on tourne de nouveau le soir même. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois que t'as trouvé la combinaison idéale, j'ai fait. Seulement, moi, je ne suis que d'un tiers dans le coup, et je préférerais avoir l'accord de Loulou avant de te dire oui. Elle est grosse perdante dans ce cirque. Laisse-moi 1 heure pour te donner la réponse. Ça va, je l'ai entendu dire, le traître. J'attends ton coup de fil. Sur la nature du piège que nous préparait Fred, le gros et moi restions perplexes. Mais on se trouvait d'avis l'un et l'autre qu'il en goupillait un. Le mieux étant de l'aider dans la mesure du possible, ce Otu, qu'on sache enfin de quoi il s'agissait, et surtout, c'était l'obsession de Pierrot, qu'on en termine rapidement. Je m'en vais lui bouffer les foies à cette tante, il a annoncé, et le fourrer à sec avant qu'il canne. En attendant de faire tout ça, j'ai dit, tu vas lui téléphoner. Moi? Oui, toi, dans une demi-heure, et lui dire que pour le déménagement, c'est d'accord. Qu'il commence tout de suite et nous prévienne quand ce sera terminé. J'ai achevé cette phrase dans un décrochement de mâchoire à la fois lancinant et voluptueux. Irrésistible, le coup de pompe me terrassait. Le comprenant, Marinette m'a proposé. Tu veux te parger un moment, Max? Au degré d'accablement que j'atteignais, ça devait être le meilleur remède. Je la bénissais, cette fatigue qui allait me permettre de m'écrouler, sans plus penser à rien. Avec enthousiasme, j'ai accepté. Le soleil dont me parlait le gros avec tant d'insistance, il pouvait se le carrer dans le train. J'en avais tellement rien à foutre et je lui préférais la pénombre de cette chambre extraordinairement silencieuse. Il a remis ça, têtu comme 36 brels. Je te jure, Max, c'est le premier beau soleil de la saison. Ça doit nous porter chance. Porter chance, il avait de ces mots. Mais qu'est-ce que tu veux encore, j'ai fait. Tu vois pas, non? Tu vois pas que je tiens plus en l'air? Que j'ai pas besoin de soleil, mais de ronfler un bon coup sans qu'on vienne me les briser. Sur le coup de l'impulsion rageuse, j'étais cette fois bien éveillé. J'avais idée d'aller aux courtines, m'a dit le gros. Aujourd'hui c'est Longchamp, et par ce joli temps, le pesage est plein de beau monde. Bourré de gens qui seront tout plein intéressés si on s'amène faire un tapis sanglant à cette bonne lobe de Raoul. Là, il y avait de l'idée. Faire du cri aux Volphonies dans la partie qu'il tenait, une à la République et l'autre à Saint-Lazare. La pensée m'en était venue, mais je l'avais vite repoussée, sachant qu'on allait s'y faire accueillir par une armée de malfrats, et les pas manchots. Ces chanstiques-là ne pouvaient se réussir qu'à la surprise. Par contre, casser sa cabane au Raoul en plein pesage, à l'heure où il prenait à tout va, et pardon, pas des jeux d'économiquement faibles, c'était absolument dans la fouille. Crainte du scandale, ce gros saningue allait pas pouvoir moufter, et ça nous détendait les nerfs. Dans un quart d'heure, je suis à toi. Tu peux faire avancer la voiture. J'étais certain que ça te séduirait, a fait le gros. Il se tirait en se marrant, d'un rire que j'aurais préféré pas lui entendre. Un rire qu'il prenait toujours en prélude aux excès. J'allais avoir à le surveiller. La troisième se courait lorsqu'on s'est amené au pesage. Pareil des milords. Il y avait du linge, de la fesse haute couture autant comme autant, avec rodant autour du micheton à standing robuste, c'est-à-dire standing à la double épreuve du pari mutuel et des caprices de gonzesse, dont la moindre en trimballait ici sur ses endosses, en sape, fourrure et joaillerie, pour une valeur exprimable seulement qu'avec un chiffre à 6 zéros. Je trouvais même stupéfiant, à la réflexion, la capacité de dèche de ces caves. J'aurais aimé qu'on me dise à quel truc il pouvait bien marcher cela. À quelle commande ils pouvaient la prendre, leur fraîche, pour en disposer par paxif et paxif, apparemment de volume inépuisable. Conséquence de cette foire au Grisby, nous devions nous attendre à déceler au sein de ce trep 18 carats une densité extraordinaire de délégués de la mondaine. Ayant pénétré d'une centaine de mètres dans l'enceinte, déjà devions-nous être photographiés. Passer inaperçus aux courtines, fallait pas y compter, en compagnie du gros. Dans son esprit, la notion d'encouragement de la race chevaline était inséparable de celle de costard clair, de jumelles et de bada coquet.
Sa panoplie du petit turfiste se composait aujourd'hui d'un prince de Galles aveuglant, assorti de pompes croco à boucles métalliques et d'un Stetson gris-souris impubère, un peu large au débord, façon shérif du Nevada. Brochant sur le tout, l'étui en cuir fauve des S chantonnait un chouaille dans les brins chauds. Même Samil Miro, à qui je pensais tout à coup bêtement, l'aurait, sans ses lunettes, distingué à 20 mètres le Pierrot. Venant de la pelouse, un murmure s'est levé, agrandi, annonçant le débouché du peloton. Puis, comme portés par la houle des voix, les bourrins, en paquets compacts, faisant trembler le sol un bref instant, sont passés devant nous. Instinctivement, le gros avait sorti ses lorgnettes et guetté, l'oculaire braqué sur le mât, la montée du numéro du vainqueur. Le 15 est apparu, hissé par petites saccades. J'aurais dû le faire, c'était un coup sûr, a murmuré le gros, qui gaffait maintenant le totaliseur. Toutes illusions perdues, les flambeurs qui jusqu'alors avaient fait face à la piste refluaient des barrières et revenaient vers la baraque. Pour situer Raoul, dont on savait pas dans quel coin il pouvait opérer, et l'approcher sans qu'il s'effarouche, l'instant était choisi. Ce gros porc devait surveiller passionnément l'affichage des côtes avant de casquer les paris heureux. Ces règlements ne pouvaient se faire qu'à l'écart, peut-être hors du champ, et à la semaine, pour certains gros clients qu'il avait l'estomac de prendre à découvert lorsque ceux-ci se trouvaient jouir d'un répondant inécroulable. « Je le vois », m'a soudain annoncé Pierrot. Suivant la direction de son regard, j'ai moi aussi aperçu Raoul, assez loin de nous, discutant avec trois gonzes. « Viens !» Dans le sillage du gros qui avançait comme un bulldozer, j'ai suivi, m'excusant pour nous deux auprès des gens qui l'écartaient sans douceur. Pilou, que je ne m'attendais pas à trouver ici, nous a vus trop tard, alors qu'on était seulement à 10 mètres de son taulier. Les mains dans les fouilles, il est venu à notre rencontre. Occupe-temps, j'ai fait au gros, qu'il connaissait pas. C'est le nommé Pilou. J'en restais confondu de le voir là, et surtout de l'aisance de sa démarche qui ne révélait pas que j'ai pu, cette nuit, seulement l'égratigner. Il devait avoir l'intention de m'en parler de notre courette, car c'est vers moi qu'il s'avançait. Le gros l'a intercepté, le crochant d'une pogne par le veston et peut-être aussi un peu par la peau du bide. Filant droit sur Raoul, j'ai juste eu le temps de remarquer que ce mec pâlissait en entendant le gros lui dire « Je suis content de te connaître, pilou de mon cul. Si tu veux une bonne fessée en plein pesage, faut le dire tout de suite. » Et puis, j'ai dû moi-même pâlir. Je le sentais à ma gorge qui se coinçait, à mes mâchoires qui venaient de se bloquer à proximité des oreilles, à la sensation que tout le sang de mon corps se débinait de partout. Elle avait eu beau, en m'apercevant, décrocher de le mettre en arrière, Florence, et de détourner vite son regard de moi. Sa présence aux côtés de Raoul, je ne pouvais pas en douter, quelque cinéma apaisant que ma tête se fasse. Il me restait juste, et j'en avais honte, la lucidité nécessaire pour la trouver encore, cette petite pute, désespérément belle. J'avais rien médité sur la façon dont j'aborderais Wolfoni, et rien ne me venait à lui dire, tandis que sous ma semelle j'écrasais son gros pied mou. Devant mon visage qui ne devait pas être rassurant, les trois mecs qui l'entouraient s'étaient écartés. Sur la face de l'une de Raoul, il y avait mêlé de la haine et de la douleur. Il essayait de me repousser, mais déjà, d'un coup de talon sec, je lui atteignais les orteils de l'autre pinceau. Des grosses larmes, impossibles à réprimer, ont roulé de ses paupières. Il me gaffait même pas, cherchant uniquement Pilou d'un regard qui s'affolait, la bouche serrée pour ne pas lancer dans le doute le cri que j'aurais jamais voulu entendre. Mais j'en ressentais même pas de joie de ce mal que je donnais à Raoul. Il n'apportait aucun apaisement à ma peine qui grandissait. Au contraire, au contact de son bide suifeux que j'aurais voulu crever à la rapière, là, sur place, et fouiller dedans à pleine pogne, dans cette bidoche pourrie que Florence avait, comme la mienne, fait vibrer, ce qui pourrait jamais s'effacer. Le contact de cet horrible m'a débecté à tel point, m'est devenu si insupportable que je l'ai d'un coup lâché et repoussé d'une tarte en pleine gueule qui a claqué comme un coup de battoir de lavandière. Je ne pouvais plus savoir ce qui me ravageait le plus, de la rage ou du chagrin, mais il fallait que je me débine puisque je ne pouvais pas ici faire justice de ce fumier. Sans que je puisse dire à quel moment ni comment ça s'est produit, la voix m'est revenue, et comme si un autre articulait les mots, je me suis entendu promettre à Raoul que j'allais le flinguer, le détruire, que j'allais ouvrir sa grosse panse, et c'étaient pas des mots prononcés sur le ton de la colère, des mots qui sonnaient comme une menace, mais au contraire des mots tout simples, annonçant seulement un événement imminent et que rien pourrait empêcher de se produire.
Je l'avais devant moi, Raoul Savate, ses gros yeux brouillés de larmes, aussi ridicules et odieux que ces gamins précocement développés et bouffis qu'on voit parfois dans les cours de récréation des écoles, exerçant leur tyrannie de leur masse sur les malingres, jusqu'à l'instant où un révolté les corrige. La certitude que j'allais le buter, qu'il ne s'agissait pas de ma part de promesses fallacieuses, devait maintenant s'imposer à son esprit. De la voix qu'aurait eu le sale galopin sous les traits duquel je persistais à le voir, il a demandé simplement, comme s'il se trouvait victime d'une injustice criante. Pourquoi? Les raisons de détruire un tel puant. J'en avais à la fois aucune et des masses à fournir. À quelques pas de nous, dans le soleil, le chignon doré de Florence, tranchant sur le noir mat du manteau d'Astrakhan, m'a fourni la meilleure de toutes. Écoute, Savate, je lui ai dit. Écoute, Savate. On peut prendre son pognon à un homme, mais pas son petit bonheur. Puis j'ai plus rien dit, sentant ma gorge se serrer, comme si moi aussi j'allais y aller de mes larmes. Je suis allé jusqu'à Pilou que le gros semblait toujours maintenir fermement. Tu m'as attendu hier soir chez Patrice, à ce qu'on m'a rapporté. Le gars faisait oui, des yeux et de la tête. Je lui ai demandé. Est-ce que t'es assez un homme pour m'y attendre ce soir? J'y serai à 1 heure, seul. J'y serai aussi, a dit Pilou. Dans le taxi qui nous amenait chez Pierrot, Florence ni moi ne disions mot. Redoutant sans doute le scandale, elle m'avait suivi docilement lorsque je le lui avais demandé. Le stade de la colère désormais dépassé, et mes nerfs s'apaisant à mesure que les idées décarraient, l'une suivant l'autre, de ma tête, j'avais atteint une espèce de sérénité que le monde extérieur ne semblait plus jamais devoir entamer. Florence même, dont la présence près de moi sur cette banquette de taxi m'avait, les premières minutes oppressées, perdait graduellement de sa réalité. Déjà elle ne s'imposait plus à mes sens que par son parfum. Je me sentais délicieusement seul. Devant chez Pierrot, j'ai casqué le taxi. On est descendu. Sous le soleil, la tire de Florence qu'elle m'avait confiée claire et pimpante apparaissait terne, maculée de pluie et de boue. « Elle a besoin d'être lavée ?» a dit la fille. C'était sa première parole. Elle marquait un temps d'arrêt sur place, pensant sans doute que j'allais lui restituer là les papiers et les clés de sa voiture. J'ai marché vers la tire, disant « J'ai encore besoin de toi, un petit moment. » Elle a suivi et s'est assise près de moi, en passagère. Je ne devais pas la laisser partir, cette fille, vis-à-vis de qui j'avais commis une erreur monumentale. Quand je lui disais encore avoir besoin d'elle, c'était pas du flanc. Je ne savais plus maintenant avec quel genre de gonzesse, qui d'ailleurs n'existait peut-être pas, je l'avais confondue. Mais il fallait que je purge ma tête des illusions et des images dont elle l'avait peuplée. Pute elle était? Pour m'en convaincre et la faire rentrer dans le rang, je devais la traiter comme une pute. Direction ma crèche. J'ai embrayé. J'aurais dû, sitôt la porte refermée sur nous, lui dire à Florence que j'avais compris. J'aurais dû m'excuser d'avoir l'autre jour oublié son cachet, puis confesser gentiment que, satisfait de son labeur, j'étais disposé à lui faire engager 1 second de cacheton, sur le champ. J'aurais dû aussi sec la mettre à l'ouvrage. Au lieu de ça, je l'avais laissé s'avancer jusqu'au salon, de son pas dansant qui faisait valoir la tombée du manteau. Je le lui avais laissé ôter ce manteau, incapable de me défendre du plaisir que je prenais à ce geste, qu'elle faisait, me semblait-il, comme aucune. Et puis je l'avais regardé se déganter, avec aussi beaucoup de grâce, sans trouver rien d'autre à dire que « Tu serais gentil de nous donner à boire ?» Et elle allait, venait, peuplant la maison de bruit, d'un bruit de talons surtout, que j'aurais juré lui appartenir en propre pour sa gaieté. Précédée par ce bruit, elle est revenue, ayant posé sur le plateau 2 verres de scotch et la bouteille d'Apollinaris, ce qui m'a amené à lui reprocher de ne pas nous avoir apporté le flacon. De sa voix égalée, tout en humant son verre, elle m'a expliqué. C'est aujourd'hui que je ne peux pas m'attarder. Elle s'était assise face à moi dans un fauteuil, et 3 mètres à peine me séparaient de ses jambes, sur lesquelles je ne pouvais m'empêcher de porter mes yeux. Levant mon godet, j'ai dit « À la bonne nôtre ?» Florence a levé gentiment le sien avant de boire. Elle allait me répondre quelque chose lorsque j'ai remarqué à son doigt là-bas que je ne lui connaissais pas. Un brillant pas mesquin de taille. Sentant mes yeux fixés sur sa main, la môme avait remisé les mots. Pour la première fois, je la voyais manquer de toc. « Ils t'ont rendu ton diable ?» Compliment. « T'es pas mal dans la maison Wolfoni, à ce que je comprends. »« J'ai de raison d'être mal avec personne. » Si j'avais pu la croire troublée un instant plus tôt, elle avait déjà repris son souffle, alors que tant d'autres auraient posé leur verre sous le coup du trac. Elle le gardait en main, et s'était même mise à boire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai continué à discuter. C'était peut-être la tartée qu'il aurait fallu. Toujours est-il que je lui ai fait observer. Ces gens t'ont pourtant mise dans un sale bain, et tu sembles même pas leur en vouloir. Vous croyez m'avoir beaucoup mieux traité qu'eux ? Devant l'assurance de cette gonzesse, j'osais même plus la suspecter de mentir ou de feinter. Seulement, ça m'expliquait pas ce qu'elle avait dans le chou, et je lui ai demandé, un peu irrité cette fois. «
Alors toi, dans ce coup, tu n'es pas plus pour les Volphonies que pour nous, et pas plus pour nous que pour les Volphonies. Sans s'interrompre de boire, Florence agitait la tête, toujours aussi gracieusement, en signe que je disais vrai, qu'elle n'avait pas de préférence. Ayant séché son verre, elle s'est dressée, signifiant que sa décarade était proche. Je remarquai à ce moment, sur la robe noire, une broche qui devait avoir, elle aussi, découché quelques heures chez les Volphonies, et je ne pouvais, voyant la broche, ne pas distinguer le renflement émouvant de la robe. Plus qu'à l'anomalie que présentait cette fille en refusant de prendre parti pour nous, bien sûr, je pensais maintenant à ce qu'elle avait pu faire durant les heures qu'elle avait passées hors de mon contrôle. Je devais avoir une triste gueule, et sur laquelle devait se lire clairement la nature de ma gamberge. Tout en passant son manteau, la môme me dévisageait. Sur sa frime, son habituelle assurance souriante persistait, tempérée et comme adoucie par une curieuse expression, moins déplaisante qu'aurait pu être la pitié, et pourtant pas exactement aussi chaleureuse que l'indulgence. Moins conne que moi, elle a voulu dissiper l'équivoque. Ses gants à la main, sans amorcer le geste de les enfiler, elle m'a demandé: Vous imaginez ce que je deviendrais si je commettais l'imprudence de me passionner pour les histoires de mes clients? J'imaginais pas, c'est vrai, et je restais sans mot dire. J'ai pas à préférer un client à un autre, et heureusement, l'occasion de faire ce genre de choix se présente rarement. M'accordant un petit sursis, sans doute pour me laisser la chance d'adopter enfin une attitude qui lui conviendrait, Florence était raciste, toute prête cependant à mettre les adjas en quelques secondes. Toujours aussi doucement, elle m'a demandé: Qu'est-ce que vous croyez que je vende? Cette façon gentiment insistante de me mettre sur la bonne voie me rappelait quelque chose. Ma mémoire a joué instantanément. Ce ton, quelqu'un l'avait déjà adopté avec moi, et je me souvenais parfaitement qui. 40 piges plus tôt, dans l'école communale de la rue Ferdinand Flocon, le jour du certificat d'études, l'examinateur, chouette mec, qui voulait me faire dire ce qu'avait fait un dénommé Mansart. J'avais avoué, comme j'étais en train de le faire, rien en savoir du tout. J'étais quand même rentré chez Mesdames, le certif en fouille. Cette fois encore, je l'apprenais, la leçon. De sa voix égale, Florence m'affranchissait. Je vends à ceux qui me téléphonent, la femme qu'ils n'ont pas su trouver, la femme qu'ils n'ont pas su former, la femme que la vie leur a refusée. Je leur vends sans la contrepartie de l'après, du lendemain, de l'engagement, des conséquences, quelques heures de présence totale, les meilleures qu'ils pourraient vivre dans les circonstances les plus favorables. Vous ne trouvez pas que tout cela a son prix? Je faisais oui de la tête, tandis qu'elle poursuivait. Je livre une femme élégante, sans le tracas des notes à payer, une femme assez jolie et je crois pas mal faite, dont on ne verra pas s'altérer la beauté. Elle réfléchissait, cherchant sans doute comment dire encore quelque chose sans me blesser. Une femme qui peut, si besoin est, se montrer dans la conversation bonne partenaire, et aussi, c'est indispensable, bonne partenaire au lit. Ces derniers mots qu'elle venait de prononcer sans aucun embarras me gênaient, moi. Des foules d'idées stupides naissaient dans ma tronche, que dominait un mépris douceâtre pour moi-même de me sentir si désarmé, si incapable de substituer à l'image que je m'étais faite de cette gonzesse, celle qu'elle me présentait elle-même. La question la plus stupide, celle qu'aurait posée le micheton obtus le plus cave, m'est venue aux lèvres. Et avec ses clients, il t'arrive jamais d'être heureuse? Plus heureuse avec l'un qu'avec l'autre? Certainement, mais aucun n'en a jamais rien su. Qu'est-ce que t'en fais de cela? T'as jamais de faiblesse? Cette fois s'est enlevée, Florence passait ses gants. Elle m'a fixé très franchement, et haussant les épaules, ce qui, avec ce manteau, amenait un très joli mouvement, elle m'a dit: Cela m'arrive. Lorsque la poste me donne le nom d'un de ceux-là au téléphone, je suis contente. Je lui donne toujours la préférence, évidemment. Rapidement, pour qu'elle se tire, je lui avais rendu sa carte grise et ses clés, et la porte venait de claquer sur Florence. Elle partait sans que je lui ai tendu la main, sans que je me sois levé pour la reconduire. J'éprouvais ce léger flottement qui vous saisit à l'instant de la rupture avec une fille dont on a imaginé qu'elle tiendrait une place importante dans votre vie. C'était trop branque, fallait que je m'en persuade. Cette gonzesse que j'avais tringlée une fois et avec qui j'avais passé 8 heures en tout méritait pas tout ce chanstic interne. Je me suis dressé, j'avais des choses à faire. Dans un quart d'heure, le gros m'attendrait au Campico et je me trouvais dépourvu de voiture. J'ai été jusqu'à la fenêtre, maté. À la station, 10 taxis au moins attendaient. Ce serait bien une malchance s'il n'y en avait plus pour moi lorsque j'allais descendre. Devant ma porte au trottoir, la Simca de Florence, pas rutilante du tout, se trouvait encore là. Venant de la voûte, l'âme m'a débouché dans mon champ visuel. Aperçu sous cet angle, la marche lui creusait un peu le manteau à l'endroit des reins, rythmiquement. Quant au chignon, il luisait si doucement dans le soleil que, laissant retomber le rideau que j'avais écarté, je me suis tiré. C'était Gracchus raconte, lisant du Simonin. À la semaine prochaine. Si tu veux donner un petit coup de pouce à la chaîne, écris en commentaire avec quel véhicule tu crois que j'ai foutu le camp. Merci.
Arrivederci.